Donc, je suis très heureuse de modérer cette dernière table ronde. On a beaucoup parlé depuis ce matin d'un grand mot qui est l'écosystème. Et Raymond Moulin, qui est la sociologue papesse du monde de l'art contemporain, quand elle cherchait à théoriser un peu ce monde de l'art contemporain, elle étudiait les instances de légitimation, c'est-à-dire tous ceux qui contribuent à accompagner l'artiste dans sa carrière, à faire voir l'art contemporain. Et donc, elle disait, dans les instances de légitimation, il y a eu une paire qui a été essentielle au début du siècle dernier, c'était la paire critique-galerie. Puis, dans les années 60, il y a eu un basculement, et la paire qui est devenue essentielle pour la légitimation de l'art contemporain, c'était la paire conservateur-galeriste. Les critiques avaient perdu en importance. Et puis, on sait très bien, on parle de l'art contemporain depuis 50 ans. Dans les années 70, il y a eu peu d'art contemporain. Dans les années 80, il y a eu Jack Lang et on parlait d'art officiel. Et puis à partir des années 2000, le rôle des collectionneurs est devenu central aussi pour l'art contemporain. Et aujourd'hui, dans les gens qui sont importants pour la légitimation de l'art contemporain, il y a bien évidemment, il y a toujours les critiques, mais comme les institutions ont moins de fonds, les collectionneurs prennent de l'importance avec leur fondation, et il y a toujours les galeristes. Donc, le galeriste, même si c'est le marché, c'est un acteur essentiel pour la légitimation de l'art contemporain. On le réduit trop souvent uniquement à sa fonction marchande, mais c'est lui qui accompagne les artistes dans leur carrière, qui travaille avec les institutions, qui fait aussi des catalogues, qui aide à la production, qui au moment du Covid a aussi accompagné les artistes et les a aidés à faire des dossiers. Donc vous êtes là avec des personnages centraux de l'art contemporain et je suis très heureuse de modérer cette table. Oui, bien sûr. Alors, ceci étant, tous les galeristes ne font pas... il y a une très grande diversité dans les galeries comme dans les institutions. Et c'est Pierre Cabane dans les années 80, puisqu'on remonte à ces années-là, qui disait il y a autant de galeries que de types de théâtre, et quoi de commun entre l'opéra comique et le théâtre de la Huchette. Et on a exactement cette même diversité pour les galeries. On a la galerie associative qui fait un travail d'accompagnement, mais qui n'a pas les mêmes moyens financiers que la méga galerie qu'on trouve à Paris essentiellement, mais qu'on trouve aussi aujourd'hui ici aussi les galeries qui ont beaucoup plus de moyens avec le retour de ces sons aussi, et qu'il y a des branches un peu partout dans le monde. En fait, ce que j'ai, en regardant un peu la scène lyonnaise, que j'ai trouvé de caractéristique, c'est que on retrouve toute cette diversité. C'est-à-dire que effectivement, il n'y a pas forcément un tissu dense, on le verra, et évidemment, comme pour plus encore, je crois que pour les institutions, on a une forte centralisation sur Paris, mais au cours de l'histoire, dans la scène lyonnaise, on a eu toute cette diversité, et notamment, par exemple, dans les années 2000, avec la montée de la rue Bourdeau, on avait à la fois des galeries qui représentaient qui était relativement, qui présentait la peinture classique et qui défendait cet art traditionnel. Et puis on avait des galeries qui étaient plus engagées. Donc notamment, il y a eu la galerie Réverbère sur la photographie, dont on a parlé, et j'ai perdu mes notes, mais Philippe Piguet disait d'elle, elle est à la photo ce que Bocuse est à la gastronomie, une véritable institution. Donc on a eu des galeries qui ont beaucoup joué pour la reconnaissance de l'art contemporain, de la photo. Et si on regarde, il y a eu plein d'autres galeries, bien évidemment, justement qui se faisaient un peu représentantes d'un certain type de modèle économique de galerie. Par exemple, il y avait Domi Nostre, qui présentait dans son espace personnel des œuvres d'art. Il y a eu les galeries collectionneurs avec les galeries Martinez, évidemment Vernet Caron qui a travaillé aussi beaucoup avec l'entreprise, etc. Donc on a tous ces modèles différents de galeries. Et ici, donc autour de cette table ronde, nous avons des galeries qui ont opéré historiquement, qui ont des histoires différentes, historiques, dont Martina qui représente la galerie d'Olave, qui est la plus ancienne représentée ici à cette table ronde, jusqu'à vous, le plus récent, Jérémy, qui représentait différents profils de galeries, différentes histoires. Donc on va essayer de revenir là-dessus. Et Céline également, qui est
présente non pas en tant que galerie, mais justement pour montrer comment l'importance du relationnel, du réseau aussi, justement pour faire vivre cet écosystème. Donc je remercie tous mes intervenants. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu vivant, on va essayer, je ne dis pas qu'on va y arriver. Donc plutôt que de demander à chaque intervenant de se présenter pendant un quart d'heure, on va aborder différentes questions, différents points qui vont reprendre un peu tout l'historique des galeries, leur vie, leurs relations aux institutions. Mais je voudrais commencer en premier par leur personnalité, c'est-à-dire, alors, vous avez compris, c'est que j'aimerais que chacun soit assez bref sur chaque intervention pour qu'on puisse après avancer et échanger sur le rôle de la galerie, les liens avec les institutions, etc. Mais ma première question que je poserai à mes personnes qui sont présentes à la table ronde, ah oui, j'ai oublié de les présenter, mais vous les avez en photo. Donc à ma gauche, Françoise Besson, qui représente qui est fondatrice de la galerie Françoise Besson, Patricia Houg, la galerie Houg, qui est une grande histoire familiale, va-t-on dire. Jérémy Mazurel, à l'autre bout de la table de la galerie Mazurel, qui a changé de nom en cours de route. J'ai oublié Martina. Martina Kramer, galerie de l'Olave, donc qui est arrivée en cours de route dans l'aventure de l'Olave, qui était une artiste et qui a rejoint après l'histoire de l'Olave, et Céline Melon-Sibyl, qui est représentante pour Manifesta. Donc voilà tous mes intervenants. Et pour commencer, j'aimerais que chaque personne me dise un élément qui permettrait de le positionner sur la scène lyonnaise. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de Vernet-Carencé, l'entreprise, etc. Mais si vous aviez à retenir une chose qui ça va être dur, hein, mais une chose ou deux qui vous caractériserait dans cet écosystème des galeries, j'aimerais que vous me disiez. Juste avant, j'ai oublié quelque chose, c'est juste, on va aussi aborder la difficulté d'être une galerie en région. Et donc, j'ai remis la répartition des galeries d'art actuel sur le territoire français. C'était en 2019, mais ça n'a pas trop changé depuis. C'était une cartographie que j'avais faite à l'époque, à partir du guide des galeries Art Tension, qui, tous les 2 ans, publie la liste de l'ensemble des galeries sur le territoire. Et on voit qu'il y a 51% des galeries qui sont concentrées sur Paris. Vous voyez, dans les différentes régions, c'est beaucoup moins. Et Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas que Lyon, c'est 8% des galeries de l'ensemble du territoire. Donc on voit qu'on a une très très forte concentration des galeries à Paris et c'est pas un scoop. Très souvent en région, quand une galerie fonctionne, hop, elle repart à Paris. Donc dans l'histoire des galeries lyonnaises, on a eu aussi cet exemple avec la galerie Nelson, qui est devenue la célèbre galerie Nelson Freeman. Mais on a le mouvement inverse, et c'est ça qui est intéressant. Je parlais de la galerie Cesson Bénétière, c'est un peu une exception, c'est-à-dire que dans l'histoire des galeries, dans l'écosystème en général, elles vont sur Paris. On a de multiples exemples de galeries qui se délocalisent à Paris, et là on a cet exemple d'une galerie qui était originaire de région, qui allait sur Paris, mais qui revient sur Lyon. Donc, même s'il n'y a pas une densité comme on a sur Paris, on a des trajectoires qui sont assez intéressantes, qui illustrent toute cette diversité qu'on peut avoir sur le territoire. Donc, ma première question, je commencerai par Martina. Cette galerie de l'Olave, que aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui fait partie de l'histoire, pourtant c'est pas si vieux que ça. Quelle était sa caractéristique? Alors, en combien de mots, peut-être je pense que c'était une galerie précurseur, parce qu'elle était justement dès 1974 ouverte aux expérimentations et aux formes artistiques complètement nouvelles à Lyon à ce moment-là. Donc, si on veut dire une première caractéristique, c'est ça. Sinon, c'était au départ une galerie-librairie. Et je pense que la philosophie du lieu est due, pour beaucoup, à un esprit de la fin des avant-gardes, dans l'écriture notamment. Par exemple, on évoquait la revue Actuelle, et l'Olave a publié 3 numéros de la revue Actuelle, entre 76 et 78.
Donc en fait, c'était un moment comme ça politique, historique, particulier. Et je pense que tout ce qui s'est passé après était en quelque sorte initié par cet état d'esprit du début, et notamment une certaine radicalité, liberté, exigence, expérimentation, etc. Et d'ailleurs, donc dans cette singularité, c'était une galerie qui, avant toutes les galeries, a fait très tôt des performances. Donc, oui. Là, oui. Oui, voilà, je pense que ça vient aussi de ses débuts, écriture, peinture. En fait, il y avait une ouverture pour faire se croiser les disciplines différentes, que ce soit la musique, la performance, la lecture. Et d'ailleurs, l'écriture et la poésie ont accompagné l'aventure de l'Olave jusqu'à nos jours. Parce que, en fait, pendant maintenant 52 ans, depuis sa création, il y a toujours eu différentes formes de manifestations de poésie aussi, et de collaboration entre les écrivains et les peintres, écrivains et les artistes. Il y avait aussi une activité de l'édition dès le début. Donc voilà, je pense que cette ouverture vers la performance vient aussi de par exemple, la performance voilà, de Valère Novarina. La connaissance avec Valère Novarina venait aussi via la connaissance avec des poètes de TXT. Et donc, en fait, Valère Novarina a été invité à l'occasion d'un des symposiums de l'art performance à l'Olave, et pendant 2 jours, il a dessiné 1021 dessins, plus précisément, qu'au fur et à mesure, les personnes de la galerie accrochaient au mur et au plafond. Merci. Oui. Et quand on a échangé, vous disiez, on voit le rôle très précurseur de cette galerie. Vous disiez qu'il y avait des performances d'Hermann Nietzsche, de Filiou, etc. Voilà. Donc on voit à côté de l'institution aussi le rôle de ces galeries comme tête chercheuse qui prennent aussi les risques, qui accompagnent les artistes. Donc je pense que c'était aussi à souligner. On va peut-être passer à Madame Hug, historiquement. Donc quand on a échangé aussi, vous m'avez parlé de la particularité de votre galerie, qui était très critiquée au départ, que faisaient peu de galeries en France, et qui aujourd'hui est quelque chose qu'on reconnaît et que beaucoup de galeries adoptent. Oui, alors... Qui est... Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez souligner, mais je trouvais ça intéressant d'avoir cette chose-là aussi. Oui, alors historiquement, bon, j'ai vu dans le fascicule que nous sommes marqués en 96, mais en fait, on a commencé à s'intéresser aux artistes contemporains dès les années 90. C'est quand on a changé de lieu en 96 rue Jarente, avec un lieu qui nous permet de faire une démonstration et d'accompagner les artistes sur une exposition plus vaste, avec un vrai projet de commissariat. Mais on a commencé la galerie, on avait 24 ans, et on va dire, on a été marchand, second marché. Et en fait, ce sont les opportunités, les appétences des artistes qui passaient à la galerie, voire ces redécouvertes d'artistes un peu oubliés, tels que les Ignards, les Sanzistes, etc., puisque Olivier, mon mari, est historien d'art, qui nous ont fait rencontrer les artistes contemporains de Lyon et qui nous ont donné envie de les présenter aussi en alternance. Donc, dès 90, on les a montrés. En 96, on a donc pris un lieu beaucoup plus grand qui fait à peu près comme celui qu'on a, à peu près 250 mètres carrés. Et on va dire que à partir des années 2000, on a séparé les deux activités. Donc, la galerie d'art contemporain est restée rue Jarente, et la partie second marché estate s'est installée rue Jarente. Et c'est vrai que c'est cette particularité-là qui nous a permis d'accompagner des artistes sur des productions, sur des projets qui n'étaient pas forcément pour nous viables en point de vue commercial, mais qui nous a permis aussi, dès 80, je crois que c'est 97, dès 97, nous avons fait des foires
en France et à l'étranger pour présenter ces artistes-là et les faire sortir du territoire et nous faire sortir du territoire. Alors c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, je pense, pour le tissu contemporain à Lyon de voir cette alternance-là, mais elle nous a permis une aisance financière pour accompagner les artistes aussi bien sur les productions que sur des foires à l'étranger. On a fait à peu près une centaine de foires en Europe, en France et aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est une particularité de notre galerie qui existe toujours. Hein, on continue à avoir ce modèle économique, mais ça nous a donné un confort et peut-être une prise de risque financière qui finalement dans la durée nous a permis d'exister. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, un modèle qui, enfin, vous étiez précurseur, puisque je pense la galerie Valois, Georges Philippe et Nathalie Valois. Non, mais à Paris, la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois faisaient à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, dans les galeries d'art contemporain, on voit qu'il y a la grande mode des estates où, pour équilibrer justement le fait de lancer de jeunes artistes qui est coûteux, et aujourd'hui, les galeries ont de plus en plus de charges avec les foires, la production, etc. Il y a beaucoup de galeries qui cherchent à équilibrer en travaillant aussi avec des estates. Et donc, quand on parle des modèles qui étaient présents à Lyon et qu'on a toutes les catégories, vous avez donc une galerie performance, une galerie qui est aussi sur les estates. Donc, Madame Besson, alors vous êtes la galerie maison ou la galerie cocooning? Je ne sais pas, hein. Peut-être autre chose. Alors, l'identité de la galerie, si je devais résumer en quelques mots, j'ai choisi 4 A. Le premier A, c'est activiste. Activiste au sens à l'œuvre. C'est-à-dire comme une sorte de performeuse avec un véritable amour pour les artistes, amour pour l'art, et aussi un accueil véritable. Comme à la maison, effectivement, on verra que la dimension architecturale et d'avoir choisi Gilles Perrodin pour ancrer au niveau territorial le travail de la galerie, ça a été effectivement quelque chose d'important. La galerie est née en 2004, déjà à domicile, rue Montée du Lieutenant Alouche, dans mon propre appartement. Donc il y avait cette idée déjà du domus, c'est-à-dire de la maison. Hein, j'accueillais déjà des artistes et des expositions en 2004, Montée du Lieutenant Alouche. Ensuite, la galerie mère est née en 2009, rue de Crimée. Ensuite, un petit incubateur d'artistes, la Petite Galerie, est née il y a 7 ans rue de Vozelle. Et enfin, depuis presque 2 ans, je suis allée jusqu'à effectivement ouvrir mon propre domicile. Et c'est là effectivement que le A de accueil, de comment à un moment donné, j'ai décidé de cette porosité, d'ouvrir 3 pièces dans la maison pour effectivement avoir des formats qui effectivement prennent en considération aussi, on va dire, l'espace architectural avec des déambulations et effectivement des lieux d'expérience. Lieux d'expérience, c'est-à-dire des passages, c'est-à-dire qu'on n'est plus là pour vendre des œuvres, mais pour proposer un espèce de passage avec à chaque fois un parti pris curatorial et aussi au niveau de la pensée. Chaque exposition, si vous lisez à peu près les 180 expositions produites, il y a un fil conducteur. Donc le fil conducteur en fait que la galerie a effectivement essayé en tout cas se déploie, c'est effectivement cet activisme presque politique. C'était de défendre bien sûr les artistes, mais c'était aussi défendre une vision. La vision, celle du vivant, celle de la mémoire, celle de l'hommage fait aux femmes. Je vois la présence, merci de Christine Crozat, mais aussi les récits invisibles et les territoires. Donc, écoutez, je vais m'arrêter peut-être sur l'identité pour laisser de la place. Merci beaucoup. Donc, je vais passer à Jérémy Mazurel, la jeune galerie. Merci. Sur l'environnement. Exactement. Moi, je suis super content de passer après vous parce qu'en fait, je suis encore le petit jeune, même si ça fait 12 ans que je suis là. Et c'est un rôle que j'aime bien endosser. Moi, j'ai toujours vu la galerie quand j'ai ouvert en 2014, comme quelque chose d'assez instinctif. Je savais pas vraiment ce que je faisais. J'avais peur et du coup j'ai mis avec cette galerie un coffee shop pour essayer d'assurer des revenus. Et petit à petit en fait, même moi au fond de moi, je savais très bien que c'était la galerie que je voulais assurer. Et ça a toujours été une galerie
instinctive et autodidacte. Et j'ai pas du tout envie de me séparer de cette ligne directrice. On a parlé tout à l'heure sur mon marché avec Hugues, et c'est des choses où j'ai toujours été aussi tenté. Mais moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la scène vivante. J'ai envie de parler avec mes artistes, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de savoir qui ils sont, où ils vont, pourquoi est-ce qu'ils font ça, à quel moment je peux les porter, produire. Et c'est ça qui m'anime depuis 12 ans maintenant, et je changerai pas. Pour moi, c'est ça mon instinct. Vraiment. Bah, c'est très bien. Ouais. Eh bien, merci. Donc, on va passer à Céline. Donc, à la fois, vous créez du lien entre les galeries, mais vous avez un lieu aussi. Alors, donc, en fait, Manifesta est né en 2019 dans la perspective de se dire que tout ne se passe pas qu'à Paris. Donc, les 51%, je voulais en descendre un peu en région. Et mon métier depuis 20 ans, c'est vraiment d'accompagner les galeries. Donc, c'est un lieu de promotion, un organe de promotion au service des galeries et qui, en même temps, avait l'intention, l'utopie, la croyance de croire que l'entreprise peut exprimer une sensibilité et créer des événements chez nous sur fond d'art contemporain. Donc, c'est à la fois un outil pour l'entreprise et à la fois un lieu de connexion, de mise en réseau pour le compte de nos galeries qui sont invitées chez Manifesta à participer. Voilà. Et on a 7 ans et le volet va migrer à partir de fin mai pour d'autres aventures. Voilà. Eh bien, merci. Et donc, comme vous l'avez souligné, tout n'est pas qu'à Paris. Ceci étant, pour les galeries, plus encore que pour les institutions, Paris, ça importe aussi parce que les galeries vivent aussi avec les collectionneurs et il y a une forte concentration sur Paris, ou alors peut-être qu'ils préfèrent acheter à Paris parfois. Et effectivement, c'est aussi avec cette activité qu'on peut après avoir des moyens suffisants pour pouvoir soutenir les artistes. Donc, je voudrais revenir un peu sur ce volet et je commencerai par vous, peut-être, Madame Hugues, parce que comment est-ce qu'on fait en région pour élargir son marché? Alors, vous allez nous le dire, mais parce que d'une part, vous avez eu la tentation d'aller à Paris, et d'autre part, j'ai mis 2 images derrière aussi, vous avez participé de l'aventure Show Off à Paris, qui était une foire parallèle de la FIAC, qui s'était créée au moment où la foire revenait au Grand Palais, c'est pas récemment, hein, après avoir été porte de Versailles. Et vous avez aussi été à l'initiative de Doug Harfer. Donc on voit ces initiatives de la part des galeries qui pour accompagner les artistes développent beaucoup de choses. Donc si vous pouviez nous parler un peu de toutes ces expériences. Oui, les expériences, elles valaient de soi puisque on présentait des artistes qu'on choisissait pas forcément français, pas forcément de Lyon, mais beaucoup en relation avec l'École des Beaux-Arts malgré tout. On a toujours dit que nos artistes étaient français pour éviter ce carcan régionaliste qui était vraiment compliqué. Et j'ai le souvenir d'un collectionneur qui, un jour, arrivant à la galerie, me voit un peu désappointé. Et j'ai dit, j'ai été encore refusé à la FIAC. Et il m'a dit, quand on est à un mur, on le contourne. Et donc, notre premier salon, ça a été un salon d'art contemporain à Rotterdam. Donc, pour l'anecdote, on venait d'être refusé à la FIAC et les 2 commissaires d'expo, on va dire les 2 grands patrons de la FIAC passent devant le stand. C'était pas marqué Lyon, c'était marqué France. Et disons, vous avez un super stand, vous devriez appliquer à la FIAC. Et donc, mais bien sûr. Donc voilà. Donc notre appétence pour les foires, elle était vraiment importante pour pouvoir diffuser nos artistes qui avaient de toute façon une vraie envie d'être présentés à Lyon. C'était une façon aussi de pouvoir les garder, et c'était aussi une façon de renouveler un petit peu notre clientèle. Et vous parlez de Show Off. Alors oui, effectivement, Show Off, on le crée parce que c'est porte de Versailles, on revient au Grand Palais, plus de place, et donc c'est pas une foire dessinante, c'est une foire parallèle. À l'époque, il y avait déjà beaucoup de foires parallèles par exemple, à Art Basel, et il y avait une exception française, celle de Paris, où il y avait que la FIAC.
Ça s'est très bien passé et c'est vrai que pour nous c'était important. Nous étions plusieurs galeristes, hein, tous étaient parisiens. Nous étions la seule galerie de région à organiser ce salon. Mais c'était important pour nous de ne pas disparaître de cette scène de marché parce que c'est un gros investissement. Participer aux foires, surtout quand vous n'êtes pas sur place, parce qu'en plus du transport, vous avez le logement, les assurances, enfin bon, tout ça est très très cher et c'est très important parce que les collectionneurs vous disaient ah mais c'est super, où est-ce qu'on peut vous voir à Paris? On est à Lyon. Et on avait ce rendez-vous avec eux tous les ans à Paris. Donc c'est pour ça qu'on a créé la foire de show-off et pour aller assez vite sur la foire de Doxart Fair, c'est que tout le monde se posait la question, mais comment vous faites à Lyon? Il y a des collectionneurs, et pourquoi? Comment vous faites pour vivre? Eh ben oui, il y en a, donc on va vous montrer qu'il y en a, et on va créer Doxart Fair. Et donc il y en avait. Alors Doxart Fair s'est arrêté parce que c'est hyper chronophage, que à la fin j'étais toute seule pour m'en occuper et que j'avais un autre métier par ailleurs qui me prenait beaucoup de temps. Mais encore aujourd'hui, ce rendez-vous à Lyon m'est parfois réclamé par quelques galeristes qui ont rencontré. C'était une foire de petit format qui était adossée à la Biennale. Enfin, c'était hyper sympa. Tout le monde adorait ça. C'était pas là le grand rendez-vous. On s'est jamais pris pour une grande foire, mais c'était un moment assez délicieux. Et il y avait pas mal de chiffres d'affaires qui s'y faisaient. Et on était supporté aussi par la ville de Lyon qui faisait toujours des acquisitions avec une enveloppe assez conséquente. Donc, je me rappelle plus ce que c'était la question en fait. Et donc, oui, si. Et donc, nous avons fait une expérience à Paris, évidemment, parce que c'est compliqué de garder les artistes, malgré tout, même si vous faites tout ça, même si vous les emmenez à New York, à Turin, à Madrid, c'est très compliqué. Le goût d'aller à Paris, c'est très important. Je sais pas pour mes confrères, mais en tout cas pour nous, on avait fait un petit benchmark et on s'était rendu compte que retour sur investissement entre la production, la monstration, etc., il fallait 4 à 5 ans pour que la collaboration soit win-win pour l'artiste et pour son diffuseur, à ce titre, la galerie. Et malheureusement, souvent, au bout de 4 ans, il partait à Paris. Donc, il s'est dit, bon, voilà, Paris aussi, nous, comment ça se passe? Donc, on est allé à Paris. Et puis, c'est le problème de Paris, c'est que pour avoir un lieu aussi grand que celui qu'on avait à Lyon, on n'avait pas les moyens, hein, très clairement, je vais vous le dire. Et puis, comme je vous le disais, quand on s'est parlé, dans une danse, on est deux. Mais donc, je pense qu'on a manqué d'ambition. On aurait dû prendre un lieu plus grand, peut-être, mais on n'avait pas les moyens. Et puis, on a eu les attentats, on a eu le Covid, on a eu les Gilets jaunes. Et rue Saint-Claude, eh bien, vous avez tous les cartes CRS qui s'installent du jeudi au samedi. Vachement pratique. Voilà. On a quand même tenu 10 ans. Ce qui est quand même, je pense, une performance parce que je pense qu'il y a des galeries à Paris qui tiennent pas aussi longtemps. On a tenu quand même 10 ans et le Covid nous a ouvert les yeux en disant bon, le way of life là-bas, c'est pas possible. Il y avait plus de tourisme culturel. Tous les grands collectionneurs partaient de Paris le jeudi soir. Ça devenait ridicule de s'entêter dans une expérience qui avait été très sympa, mais aussi un peu douloureuse. Donc, on est revenu à Lyon, mais il n'a jamais été question pour nous de quitter Lyon. Voilà, donc je finirai là-dessus. Parfait. Madame... À toi. Sur La question des foires. Sur les relations avec les foires, ou comment accroître son tissu de collectionneur. Alors, comment accroître son tissu de collectionneur? Alors moi, j'ai une histoire un peu singulière parce que j'ai toujours primé sur l'écosystème local, c'est-à-dire implanté à la Croix-Rousse. J'ai toujours soigné en fait tout l'écosystème qui entourait la galerie. Alors ça va de la maison de retraite au boulanger. Et quand c'est pas suffisant, effectivement, il faut les rafraîchir son carnet d'adresse et monter à Paris faire quelques foires. Très vite, depuis le Covid, les foires, donc évidemment Paris Photo, on a fait une 30aine de foires depuis 20 ans. Très vite, les prix parisiens, effectivement, se sont avérés un petit peu, effectivement, plus possibles. Donc, à un moment donné, comment stratégiquement continuer à exister à l'international en n'ayant pas l'argent de pouvoir effectivement connecter avec ces grands collectionneurs. Donc, nous, tout simplement, on a commencé à accueillir, à faire des dîners à la galerie, mais aussi à pouvoir... j'ai eu une délégation, par exemple, chinoise qui est venue. Et puis, j'ai fait un voyage l'année dernière en Chine
pour accompagner une artiste. Donc c'est toujours l'idée comment on peut accompagner une œuvre, comment on peut accompagner un artiste. Il y a l'édition, mais il y a aussi à un moment donné, il faut la confronter à un public à l'étranger. Et là, on a été très très bien accueillis et du coup, on a des musées qui nous ont dit mais attendez, mais pourquoi vous n'êtes pas à Shanghai? Il y a une très très belle foire. Et donc l'idée là, ça a été de dire on va effectivement emmener 2 artistes historiques de la galerie. Donc Xiao Xunsong et Christine Crozat. Et dès cette année, on sera présent sur la foire 021 à Shanghai. On attend le tampon définitif des Chinois. Mais en tout cas, pour nous, c'est une manière en fait de connecter. Et on a déjà aujourd'hui des commandes. On a une commande d'une pièce privée et on a des collectionneurs chinois on n'est pas encore sur le marché chinois et qu'on a déjà des demandes d'acquisition. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui la galerie elle n'est plus présente sur Paris parce que on peut pas tout faire. Donc on est en train de préparer ce bel événement et on va même proposer ce voyage aux amis de la galerie qui vont venir. Donc là, c'est encore un autre moyen, en fait, de vivre une expérience, au sens, je dis, viens avec nous. Donc, on organise aussi un voyage à Shanghai pendant 1 semaine, un voyage d'études avec aussi des journées off, pour qu'ils puissent vivre avec nous cette aventure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, cette idée du partage, de la communauté, de comment aujourd'hui on peut accompagner un artiste. Il y a le catalogue raisonné, mais il y a aussi ce voyage, de vivre cette expérience avec la galeriste, avec les amis de la galerie, pour créer vraiment quelque chose autour. Je fais vraiment ce geste pour pouvoir effectivement vivre quelque chose de chouette ensemble. Eh bien, merci. Donc, à vous, Jérémy, la parole pour vos collectionneurs et aussi ce que vous ont apporté vos participations aux foires et aussi peut-être les connexions avec les galeries en Belgique. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais sur la sensibilité des collectionneurs à Lyon, quand j'ai ouvert, j'ai jamais pensé Lyon. J'ai toujours ouvert à Lyon pour des raisons familiales, parce que j'avais envie de m'établir à Lyon, parce que mon cœur est lyonnais depuis que je suis né. Et je suis parti de ce point de départ. Et après, les premières choses qui sont rentrées dans ma galerie, c'est mes artistes. Et en fait, mes artistes, ils m'ont emmené des collectionneurs, mais des collectionneurs qui étaient partout dans le monde, parce que je me suis jamais mis aucune barrière et aucune frontière sur d'où venaient mes artistes. Et du coup, en fait, j'ai eu des collectionneurs qui venaient de partout, tout de suite. Et c'est vrai que Françoise, quand je te vois défendre sur la région, je me dis, t'es tellement forte d'aller frapper à toutes les portes et tout ça, et t'as une énergie incroyable. Et moi, je travaille à l'inverse. Et du coup, il faudrait qu'on fasse des choses plus ensemble. Avec grand plaisir. Inventons des nouveaux modèles ensemble. C'est la suite. Le prochain point, c'est les réseaux. Et parce que c'est des choses, en fait, c'est des outils que moi, j'ai développés de manière instinctive. Alors, il y a aussi une notion de génération. Donc, je pense beaucoup à Instagram, tout ça. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai évidemment cajolé mes collectionneurs qui étaient à Lyon, mais j'ai jamais compté que sur eux. Et ces collectionneurs qui sont à Paris, je partais du principe de si j'ai des bons artistes, que je sois à Paris ou à Tombouctou, ils viendront me voir, ils viendront m'acheter. J'ai toujours fait ça. Ça a planté plein de fois. Il y a plein de gens il y a plein d'artistes que j'ai pas pu défendre. Il y en a avec qui j'ai bien fonctionné. Et là, depuis peu, on devait faire des foires en 2020, et puis il est arrivé ce qui est arrivé avec le Covid. On a fait plusieurs foires. On a fait 2 fois une foire à Madrid. Et là, je viens de faire Drawing Now, et qui était une grande marche pour nous. Et en fait, moi, là, en ce moment, je suis vraiment porté, notamment avec Drawing Now, et notamment avec où j'ai vraiment bien fonctionné, et à Madrid aussi, je suis vraiment porté par l'envie de me développer. L'envie d'aller chercher des collectionneurs de partout, mais tout en restant à Lyon, en fait, tout en restant à mes attaches lyonnaises. J'ai pas forcément d'envie tout de suite de Paris, peut-être que j'y viendrai. Du coup, je viendrai prendre des conseils auprès de Patricia, mais ce qu'il faut faire et pas faire. Mais ouais. Mais je pense qu'il y a encore il y a d'autres manières de se développer différentes que ce que toi t'as vécu à une époque différente. Mais oui, c'est facile pour personne. Et voilà, donc en fait, moi, j'ai envie de surfer là-dessus en ce moment.
Et il me semble que vous aviez souligné aussi pour Drawing ce que ça apportait non seulement en termes de collectionneurs directement, mais sur l'accompagnement d'artistes que vous avez, peut-être il ne faut pas le dire, vous aviez pu vendre à un musée étranger, Oui, à Drawing, et également que ça vous procure un papier dans les ouais, bien Beaux-Arts sûr. Magazine. Donc c'est sûr vrai que les foires aussi pour la galerie, c'est un moyen de participer à la carrière de l'artiste qui a une pièce qui rentre dans un musée, parce que peut-être les musées et les institutions locales vous regardent moins. Il faut être dans une foire pour qu'on vous regarde, peut-être, je ne sais pas. Pour avoir l'attention de la presse aussi, c'est par le biais de cet intermédiaire, parce qu'en étant en région, c'est peut-être plus difficile aussi. C'est pas vrai pour toutes les foires, mais en tout cas pour Drawing Now, ça avait été le cas, où on a été acheté évidemment par un petit musée. Oui, bien. Un petit musée à Liège, mais c'était très 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 surprenant. On a eu un beau papier dans Beaux-Arts de manière très instinctive. Ils sont venus nous voir en disant qu'ils aimaient bien notre stand et du coup ça a fonctionné. Et on touche tout de suite des collectionneurs, donc c'est sûr que ça fonctionne très bien, mais en fait chaque foire aussi va drainer son lot de collectionneurs. Je pense que d'ailleurs c'est rigolo, Patricia, ce que tu as raconté sur la FIAC, parce que j'ai vécu la même chose avec Art Paris, où Guillaume Piens, que tu m'avais présenté Céline il y a longtemps, et a rentré sur nos stands en me disant que c'était génial. Et je lui ai rappelé que ça faisait 4 fois que je répondais avec cet artiste-là pour à Paris. Donc normalement l'année prochaine, j'espère qu'on y sera. Oui, mais du coup, voilà, Paris, ça reste quand même un bassin de collectionneurs important, mais on a beaucoup d'autres choses à faire avec des collectionneurs dans le monde entier. Mais oui, c'est sûr que quand tu ouvres les portes de Paris, quand tu ouvres les portes de Paris et que tu arrives de Lyon, tout paraît plus facile à Paris. Moi, c'est ce que j'ai vécu à Drawing Now en disant putain, mais ils sont tous là, c'est génial, on vend et tout. Parce que peut-être qu'on a été à la dure, en fait. On s'est fait sur des choses qui étaient plus difficiles. Et à Madrid, c'était génial parce que c'est une foire qui était beaucoup plus internationale. Donc ça, pardon? C'était Arco? Non, c'était pas Arco. Arco, c'est immense. Et j'ai pas forcément envie d'y être. C'est une petite foire qui s'appelle Cannes Art, qui est la deuxième foire pendant cette semaine de l'art à Madrid, assez satellite et qui marche bien. Et c'est pareil, ça permet de positionner une artiste au Pérou, ça te permet de faire des échanges avec des nouveaux galeristes, donc on rencontre beaucoup de choses. Je pense que c'est un lieu de passage important et qui est très difficile. On traite souvent avec les confrères de savoir si c'est rentable ou pas. Ça dépend comment est-ce que tu comptes, parce que la rentabilité, est-ce que les pièces que tu vas vendre après, tu vas les compter dans cette rentabilité? Les rencontres, le réseau, tout ça, c'est vachement difficile. Donc moi, je pense que je vois beaucoup plus ça comme un apprentissage, où j'apprends beaucoup de choses, j'emmagasine, je le fais, et après, ça passe, tant mieux. Céline, vous qui êtes la pro de la mise en réseau, et justement, vous avez joué sur la mise en réseau avec... Non, mais je dirais tout simplement que finalement, Manifesta est né d'une histoire antérieure où j'ai contribué, on a été 4 jeunes femmes à créer une foire qui s'appelle ACA, sur le prisme de l'Afrique au carreau du Temple. Et au bout de 5 ans, étant lyonnaise, j'ai été, comme tu disais, Patricia, on a eu les attentats de plein fouet, etc. Et j'ai touché du doigt, enfin à ma manière en tout cas, ce dont les galeries avaient besoin sur une foire. Et le côté peut-être plus indispensable de l'offre de services personnalisée qu'on pouvait peut-être apporter différemment, parce qu'une foire c'est grand, ça coûte cher et que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une foire. Donc quand je suis revenue sur Lyon, l'idée était de se dire non seulement tout ne se passe pas qu'à Paris, mais on va travailler avec les galeristes pendant 2 mois et être à la fois cet organe de promotion qu'assure la foire d'une manière générale, mais on va le personnaliser et on va rentrer dans l'intime de la galerie parce qu'on les accompagne sur les ventes, même si la galerie reste maître à bord de ses décisions et de ses artistes et des ventes qu'ils faisaient chez nous. Mais je pense que une foire est indispensable. Enfin, il y a nécessité quand on veut partir à l'étranger, quand on veut élargir son carnet d'adresses. Je reste
aussi assez lucide sur le réseau des collectionneurs à Lyon, qui aussi vieillit comme moi je peux vieillir. Donc, comment on rajeunit un carnet d'adresses pour le compte de nos clients? Ça, c'est une évidence qui est à travailler. Et Manifesta a vraiment essayé d'apporter quelque chose de l'ordre de l'intime, parce qu'effectivement, en plus, c'est dans un lieu avec une histoire, parce que c'est un ancien atelier de soyeux. Donc, on a essayé de garder l'âme du lieu. On avait un parti pris décoratif assumé pour pouvoir montrer des œuvres dans un contexte plus intime que la boîte blanche, et surtout de dire aux galeristes, venez vous amuser avec nous à Lyon et vous verrez l'exercice de la boîte blanche. Bon, on l'oublie, on a été jusqu'à pousser avec le bleu clin, et quand la première exercice de la première galerie qui a signé les yeux fermés en disant c'est bon Céline, je te suis, c'était pour le citer la galerie Erix, à distance, et que je n'osais pas lui dire qu'il y aurait un bleu clin sur les murs pour pouvoir accrocher ses œuvres. Je vous jure que c'est vrai. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je crache ma Valda, surtout qu'il me déléguait complètement la régie et l'accrochage. Et bon, bien évidemment, je l'ai fait dans les temps, mais je la ramenais pas large, et c'était il y a 7 ans, et c'est vrai que la couleur était quelque chose d'inquiétant parfois pour les galeristes, les artistes. Pour le citer, Jamel Tata, par exemple, quand il a vu son tableau accroché sur un mur bleu clin et que son aplat était en orange, il a été très silencieux et il m'a regardé. Et j'ai dit, oulala, ça va pas passer. Et il m'a dit, si, mon orange résiste. Et voilà. Et j'ai trouvé ça formidable, parce que voilà, c'était aussi de croire qu'on peut, de toute façon, tous les formats, il n'y a pas de vérité. C'est ce qu'on incarne qui compte. C'est ce qu'on porte avec l'énergie qu'on peut y mettre. Le côté professionnel est indéniable et incontournable, mais faut remonter sur scène quand on nous dit non, voilà. Mais c'est vrai que la relation avec les foires, et je dirais, c'est je t'aime moi non plus, elle est indispensable, et à la fois il y a quand même un écosystème qui fait que ça coûte énormément d'argent. Donc comment on peut faire pour aller sur ces terrains de jeu, quoi, voilà, en étant galeriste. Martina, vous, pour la galerie de Lola, vous m'avez bien dit que c'était une galerie associative qui n'était pas tournée vers la vente, mais il y avait aussi des expériences avec l'étranger. Donc, justement, dans ces galeries hors les murs. Donc, si vous pouviez nous en parler un peu. Oui, c'est ça qui était caractéristique aussi de la galerie Olave, qu'elle était dirigée par les artistes. Et d'ailleurs, Jean de Braine lui-même était poète, et il pouvait faire des performances ou exposer ses photographies. Il participait pleinement dans un raisonnement d'un groupe d'artistes qui organise des événements. Et très tôt, dans les années, à partir des années 70, la galerie exposait des artistes étrangers, qui était aussi une nouveauté un peu à Lyon. Et, par exemple, dès le début des années 80, des artistes polonais. Donc il y a des rencontres qui se sont faites avec des milieux où le marché de l'art n'existait pas non plus. Par exemple en Pologne, les artistes qui étaient célèbres à l'époque là-bas n'étaient pas du tout dans un marché de l'art. Donc en fait, le sens de la rencontre et du voyage venait de la rencontre, d'échanges philosophiques, artistiques, amicales. Donc il y avait ces liens qui se tissaient au-delà des frontières, et ensuite les artistes de l'Olave voyageaient dans ces pays. Donc il y avait comme ça à plusieurs reprises des échanges plutôt collectifs entre les artistes de ces pays qui venaient à 2 à 3 à l'Olave, et les artistes de l'Olave qui exposaient dans différentes villes, différentes institutions, galeries ou lieux inconventionnels dans ces pays. Donc, par exemple, pour les 20 ans, c'est ça, vous avez ce petit camion. Pour les 20 ans de l'Olave, on était invité à Varsovie, au musée d'art contemporain de Varsovie,
Et en fait, l'exposition était en 3 volets. Et ça s'appelait 20 ans de la Galerie Lolave de Lyon. Il y avait des expositions, de la documentation des 20 ans, mais aussi voilà, plusieurs installations in situ des artistes. On était 9, je crois, à avoir fait le voyage. Les relations se sont développées donc, avec la Pologne, avec la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Italie, l'Espagne, et à partir de 90 avec la Croatie. Voilà, il y avait beaucoup d'événements et finalement, au moment où la Galerie Lolave a fermé son lieu à Lyon, Jean de Braine continuait à être commissaire d'exposition dans différents pays, y compris à Lyon. Il y avait par exemple une très belle exposition à la BM de Lyon qui s'appelait Prétexte de fond, une nouvelle saison de la Galerie Lolave, au prétexte de fond de la Galerie Lolave qui était ouvert à la bibliothèque municipale grâce à Françoise Lonardoni et à son initiative, et qui nous permet de finalement laisser tous les archives de cette histoire soigneusement rangées à la bibliothèque. Et donc voilà, c'était aussi une grande exposition de 5 artistes qui ont fait des installations spécialement pour l'espace. Et c'était une nouvelle saison de la Galerie Lolave après sa fermeture à Lyon. Ben, merci. Et donc, on a fait un peu le tour des relations avec l'extérieur, mais qui dit écosystème dit aussi des relations entre les membres de cet écosystème. On voit déjà que vous voulez développer des collaborations, mais historiquement, les galeries, voire même avec les institutions, ont été initiatives, elles ont été à l'initiative ou participé à la constitution de réseaux, donc notamment le réseau ADEL, dont vous avez été présidente à un moment donné. Et il y a eu également la manifestation Oser les galeries, qui a fédéré les galeries. Donc, je voudrais que vous évoquiez ces deux initiatives. Donc, vous, peut-être en premier, Françoise, qui avait été présidente d'Oser les galeries, revenir du réseau ADEL, de revenir un peu sur son histoire et de son rôle, comment est-ce qu'il a évolué. Oui, pardon. Pendant 10 ans, j'ai été présidente du réseau ADEL. Le réseau ADEL, c'est bien sûr une structuration donc il y a les galeries, il y a les musées, il y a les centres d'art, bibliothèques. Donc pour ceux qui connaissent ce réseau, il consiste à faire des visites à pied dans la ville, hors les murs, mais aussi à présenter un agenda de toutes les manifestations qui peuvent se produire en région jusqu'à peu près un rayon de 100 km. Alors, il y a toujours eu une petite difficulté. En fait, pendant 10 ans, moi, j'ai donné beaucoup de mon temps. J'ai accueilli l'association à la Petite Galerie. Effectivement, à Lyon, on a une petite, peut-être problématique de travailler ensemble. Donc, moi, je souhaite que cette table ronde soit un point de départ à comment on peut évoluer le rôle à la fois des institutions et des galeries, comment on peut arriver à mieux travailler ensemble. En tout cas, il y a eu des tables rondes, il y a eu effectivement des personnes très dynamiques, mais c'était toujours 2-3 chevilles ouvrières. J'ai envie de dire que le réseau était... Alors après, c'est au bout de 10 ans, j'étais un peu épuisée, mais c'est vrai que c'était toujours un peu les mêmes. Hein. Je regarde Pascal Bernard en face de moi. C'est un réseau, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une 40aine de structures. Aujourd'hui, il faudrait qu'on invente des nouvelles passerelles pour aider effectivement toute cette institution à travailler davantage ensemble. Donc, peut-être s'appuyer sur le territoire comme un récit commun. Moi, j'avais quelques idées là-dessus sur peut-être s'attacher sur la mémoire des canuts, sur le savoir-faire textile. Il y a peut-être des angles d'approche. Je pense à notamment au thème de la Biennale sur l'économie poétique, cher Affiliou, de comment on peut arriver aujourd'hui. Et ça, je remercie encore une fois l'initiative des 50 ans du musée et de pouvoir, si vous voulez,
réfléchir sur ces questions du faire ensemble, parce que je pense qu'on a beaucoup à développer, en tout cas sur le territoire, parce qu'on a quand même une ville qui nous permet ça, au niveau de la topographie, et surtout, on a des pépites. Donc, je pense aux artistes, je pense aux structures, je pense à toutes les galeries qui ne sont pas là ce soir. Donc, en tant qu'ex-présidente d'Adèle, je tiens aussi à saluer le travail remarquable de toutes ces institutions qui font un travail au long cours. Je vois la galerie 111, Céline qui est là aujourd'hui. Mais on a vraiment des acteurs qui, dans leur bouclard respectif, font un travail extraordinaire. Et là, je crois que si on pouvait, à la fin de cette table ronde, envisager des pistes pour arriver à dynamiser et à créer des passerelles, ce serait formidable. En fait, en tout cas, ce serait vraiment parce qu'il y a vraiment des pistes à trouver. Alors, il y a la Biennale. On sait bien toujours que Résonance, c'est un peu la parente pauvre. Il faut déployer. Alors, je pense que ça, si vous avez des idées, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde. Mais excuse-moi, j'étais un peu longue. Peut-être pour oser les galeries, si tu veux raconter aussi cette belle aventure. Alors, juste avant, je vais vous laisser la parole, mais juste avant, je me permets de me faire le porte-parole de ce que les galeries n'oseront peut-être pas dire. C'est que souvent, elles se sentent aussi, parfois, le marché, et que l'institution n'est pas forcément, les regarde pas forcément d'un air favorable. Et quand certaines galeries ont pu représenter des artistes et qu'elles ont vu les institutions acheter ces artistes dans des galeries parisiennes et non pas dans leurs galeries, ça peut faire un peu mal. Et quand aussi elles font des expositions et qu'elles voient assez peu les responsables de certaines institutions à une certaine période donnée, va-t-on dire, peut-être que ce n'est plus vrai aujourd'hui, venir jamais dans les galeries, c'est un peu dommage. Donc merci pour cette invitation et souhaitons que ce soit le début d'une collaboration, parce que c'est vrai que un tissu, un maillage dense, et ces collaborations, c'est ce qui fait aussi la recherche dans le réseau. Je vous laisse la parole sur Oser les galeries. Après ça, bon appétit. Oser les galeries, on n'a rien inventé du tout. C'était un moment très perturbant. On a tous vécu ce Covid et par nature, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on crée cette dynamique. Et très vite est apparue l'idée de se dire comment on peut identifier les galeries et créer des parcours à l'identique de ce qui se fait sur Paris. Donc j'ai appelé à l'époque la galerie Tatis en lui disant tu animerais pas le second arrondissement si on fait un parcours. Catherine Derrioz à l'époque sur le premier arrondissement pour lui dire tu gères et on fédère chacune à notre manière. Et on était donc, je regarde Pascal Bernard parce qu'un jour tu m'as donné des chiffres et je crois qu'on était 21 ou 22. Et en 3 ans, tu m'as fait remarquer que il y avait 7 ou 8 galeries qui avaient fermé entre-temps. Donc faire un parcours aussi sur des galeries qui sont, on intégrait que les galeries parce que l'idée c'était quand même de ramener les clients dans les galeries et de potentiellement imaginer qu'il y aurait des ventes de fête. Donc ça a duré 3 ans, mais la configuration à Lyon est pas à l'identique comme à Paris, où effectivement les galeries sont concentrées à Saint-Germain, maintenant dans le 8e, où des lieux, il y a une dizaine de galeries par quartier. À Lyon, c'est un bout de la rue Auguste-Comte, il y avait pas mal la rue Burdeau, entre-temps il y a plus beaucoup de galeries rue Burdeau. Nous, on est en bas des pentes. Il y avait aussi le 6e et le 7e. Donc, c'est vrai que pour créer des parcours, c'était pas simple et pas évident. Et puis après, au-delà du fait que chacun est revenu à son business après le Covid, au bout de 3 éditions, mais sur le moment, quand on le faisait, je crois que tout le monde était heureux de créer cette dynamique et de se retrouver sur des moments un peu festifs. Et je crois que cette crise a permis aussi à chacun d'entre nous de se dire on se serre les coudes et on partage les réseaux, voilà. Et puis après, pour plein de raisons, ça s'est éteint, mais il y a aussi une raison aussi au-delà des rapports humains structurels et comment on montre que Lyon a un écosystème avec des galeries. Il y a peut-être nécessité, même si Adèle fait toujours très bien ce travail, de l'aborder d'un point de vue, n'ayons pas peur de le dire, d'un point de vue commercial, comment
comment on anime ces lieux qui sont là aussi pour vendre et assurer la promotion des artistes, quoi. Voilà. Mais c'était une belle aventure, Oser les galeries. Moi, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que nous, quand on a créé Doxart Fair, c'était un peu cette idée-là de nous fédérer à un endroit au moment où il y a la presse nationale, internationale qui arrive. J'ai pas été là toute la journée, mais bon, j'ai bien entendu que aussi bien les institutions que nous avions du mal avec la presse. Parce que nous étions dans le ghetto régional et que quand on me pose la question mais comment c'est comment le marché à Lyon, ben voilà, on est encore là quoi, donc il n'est pas si mauvais que ça, donc on n'est pas aussi riche que Perrotin ou Kamel Ménour ou Continua, mais on est toujours là et on ne regrette rien. En revanche, c'est vrai que quand on a créé Doxart Fair, et je suis désolé pour mes confrères qui sont ici, on a été hyper déçus de voir que quasiment aucune galerie lyonnaise n'a joué le jeu, n'a eu envie de venir. Oui, toi. Mais bon, Moi aussi, je suis venu. Quasi. J'ai dit quasi. Et toi, t'étais pas né. Donc, comme ça, on n'en parle pas. Toi, t'étais pas né. Mais bon, peu importe. C'est vrai qu'on a eu énormément de mal à fédérer. Et contrairement aux foires dans d'autres villes, je parle pas de Paris parce que la France est un lieu très particulier. Enfin, c'est assez particulier. Mais on va en Italie. Vous allez à Bologne, à Milan, à Turin. Bon, les galeries turinoises, elles sont à Turin. Les galeries milanaises, elles sont à Milan, à Galerie Romaine, elles sont là. Et pareil en Espagne. Et ici, je me dis, à quoi ça sert que je vienne? Moi, j'ai mes clients. Et effectivement, vous devez bien vous douter que la première édition, les collectionneurs qui sont venus, ça a été le réseau de la galerie. Et en tout cas, de notre confrère aussi, Georges Verdet-Caron, qui nous avait accompagnés sur ce sujet. Et ça n'a pas fédéré. Vraiment, ça n'a pas fédéré le tissu des galeries lyonnaises. Ça a fédéré d'autres. On a fait de très belles rencontres. Avec des galeries avec lesquelles on est toujours très amis, avec qui on fait toujours du business et des échanges d'artistes. Mais ça, la mayonnaise n'a pas pris. Alors, je comprends très bien que toutes les initiatives, et tu as raison, Françoise, peut-être que, mais je crois qu'on souffre tous. Moi, j'ai plus d'enjeux, qu'on soit bien d'accord. La vie, elle est plutôt derrière. Ma vie de galeriste, elle est plutôt derrière. Mais si je peux dire peut-être quelque chose, je crois qu'on souffre tous de ce ghetto régional et qu'on veut surtout pas faire de la région. Et que moi, au contraire, je l'ai vachement revendiqué. La seule façon qu'on a eu de développer en fait le business et la monstration et la diffusion de nos artistes, c'était de faire des foires à l'étranger. Ça n'a jamais été de faire du partenariat ou quoi ou qu'est-ce avec d'autres galeries parisiennes. Ça a été plutôt de s'asseoir sur nos savoir-faire et l'endroit dans lequel on vivait, qu'il soit à Lyon ou à un autre, mais on s'est jamais senti dans un ghetto et seul en fait. On s'est rendu compte qu'on était un peu seul, oui, à un moment de Doxart Fair. Mais bon, pas grave. C'est comme ça. Je t'en prie. Merci Patricia. Moi je voudrais juste, j'ai initié quelque chose de très intéressant avec des institutions. Comment aujourd'hui, à partir d'une figure historique d'un artiste, on peut relier les institutions Rhône-Alpes. Je prends l'exemple d'Alain Pouillet, de comment, comme une chamane, on est allé à réactiver les collections monastères. Alors le MAC a joué le jeu parce qu'il y avait une exposition au monastère royal de Brou, le musée Paul Dini, le musée de Mâcon, Valence, et puis la galerie. À partir d'un artiste, comment on peut construire en fait un parcours et relier les institutions et une galerie. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé, c'est un modèle aussi qu'on avait fait avec Christine Crozat, avec la Fondation Bulucan, le musée Gadagne, la Fondation Renault. On peut arriver à construire plus ensemble. Et moi, je crois ce qu'on attend, nous, acteurs qui faisons la culture au quotidien, c'est vraiment qu'à un moment donné, on puisse, les institutions, les galeries, les centres d'art, les bibliothèques, travailler ensemble. Alors, c'est pas simple. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on est tous chacun forcément dans sa chapelle. Mais je vous assure que quand ça fonctionne, je peux vous assurer, on a une petite influenceuse Circuit Lyon. On faisait 250 personnes le samedi, on n'avait jamais fait ça. Maintenant, tout le monde l'apprend. Moi, il y a 6 mois, mais je veux dire, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens de Valence, de Chambéry qui viennent et j'ai même des Parisiens qui descendent à Lyon. Chose qui arrivait quand même pas souvent. Donc, vous voyez, c'est possible. Donc là, on a la chance d'avoir la Biennale à Lyon. Donc on peut, je pense, construire des choses très intéressantes à partir du moment où on a envie de travailler ensemble. Je pense que c'est un désir et ça tient qu'à vous en fait.
Vous m'avez un peu devancé parce que je voulais aller sur le futur, les réseaux sociaux. Donc, enfin pas que les réseaux sociaux. Donc, en fait, quand j'ai échangé avec vous tous et vous toutes, Céline, vous m'avez dit que lors de la dernière, vous regardez, que va-t-elle dire? Non, ne vous en faites pas. Que lors de la dernière édition de Oser les galeries, vous étiez 21 et que dans les 3 dernières années, il y avait 7-8 galeries qui avaient fermé. C'est tout, je ne dis rien de plus. Donc, il y a certes le contexte économique qui, ces dernières années, s'est tendu. Il y a des galeries qui étaient peut-être plus anciennes également. Mais il y a également l'évolution et puis le rôle de l'Internet avec les artistes qui... parfois présentent directement leur travail, et puis l'évolution des technologies. Donc, comment voir le futur avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'apportent les galeries? J'en suis convaincue qu'elles apportent quelque chose, mais je vous pose la question à vous. Donc, Jérémy. Sur les réseaux sociaux, comment pas enfoncer des portes ouvertes, c'est évident. Les réseaux sociaux, je peux pas m'en dissocier maintenant. Je pense que c'est, mais du coup, c'est un peu compliqué d'associer réseaux sociaux où on s'exprime à une communauté importante versus ce qu'on a envie de faire là en ce moment de régionaliser avec des gens qui sont ancrés, parce que Circulio, on le fait très bien. Je sais pas si elle fait payer maintenant, c'est le fait d'intervenir. Oui. Mais bon, il faut, en même temps, elle travaille très bien et c'est beaucoup de boulot, donc c'est légitime. C'est pas des badauds qui viennent. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est assez étonnant, moi, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas du tout aux réseaux sociaux, Instagram, influenceuse. Vraiment, j'étais loin de tout ça. Et c'est fou. On commence à vendre parce qu'en fait, elle amène des publics qui sont des cultureux, des gens qui... Et là, on a fait un partenariat avec âme sœur, avec une collection de foulards. T'as vu, elle nous a mis tous les 3. Alors, j'ai Bien pas sûr. payé. Là, c'était gratos. Mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle fait un circuit et les gens qui vont sur Instagram vont voir, ils viennent d'Annecy, ils viennent de Lyon, ils disent, bah, tiens, il y a le musée d'art contemporain. Et elle prémâche un petit peu le circuit. Et effectivement, force est de constater que, en fait, les gens, Oui, c'est ils sûr. sont très friands de ce genre de prescription, en fait. J'ai encore jamais travaillé avec elle, mais en tout cas, je travaille tout le temps avec Instagram. Quand je suis arrivé dans ce métier-là, pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà dans la main, donc ça me paraissait complètement facile de bosser avec ça, et ça me paraissait indissociable de mon travail. Et je pense que c'est un tournant qu'on a eu la chance de pouvoir saisir au bon moment. Et maintenant, on est tous sur Instagram. Et c'est malheureux, mais c'est parce que C'est un outil de communication comme un autre. ouais, c'est un outil de communication Complémentaire, je dis pas que ce soit le seul, mais... mais c'est devenu un réflexe pour beaucoup de personnes. Et le jour où on devra payer, le jour où on devra, enfin, on paye déjà pour avoir la pastille, mais le jour où on devra vraiment, où ils vont s'accaparer ça va être peut-être qu'ils le feront jamais. Mais moi, c'est des choses auxquelles je réfléchis assez souvent en me disant, putain, le jour où ça bascule, on est mal parce qu'on a quand même beaucoup de développement de la boîte qui est axé sur les réseaux sociaux, principalement Insta. Donc c'est un outil où on ne peut pas s'en séparer et beaucoup de gens en parlent et il faut le faire. Il faut le faire, sinon on est mort. Alors, ceci étant, qu'est-ce que vous diriez à des artistes qui utilisent Instagram et passent outre la galerie? C'est une question aussi, c'est-à-dire... Qui utilisent Instagram pour vendre? Oui. Alors, s'ils sont pas représentés en galerie, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais pour les convaincre de pas boycotter la galerie, on sait très bien que ça peut arriver. Donc, parce que du coup, ils ont une plus grosse visibilité sur Instagram et du coup, ils ont la possibilité de vendre en direct. C'est ça que... Oui. Ça leur importe. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'on avait toujours un rôle extrêmement important et que c'était assez éphémère s'ils passaient pas par la galerie, parce qu'on avait quand même ce rôle de soutien, de les emmener sur des foires, sur des fondations, auprès de collections, et ça, c'est des choses que Instagram ne pourra pas leur apporter. Et en même temps, je leur jette pas la pierre parce qu'il y a bien des moments où il faut quand même qu'ils puissent en vivre. Et Instagram est un moyen extrêmement direct de le faire. Donc quand ils ont...
et qu'ils adhèrent au rôle d'un galeriste, il faut qu'ils s'y tiennent. Ça devient beaucoup plus difficile quand ils comprennent le rôle d'un galeriste et qu'ils ne s'y tiennent pas et qu'ils font ça dans le dos. Mais je pense que ça arrivait au temps de Kahnweiler aussi, avec ça a toujours fait partie de notre métier. Je voudrais bien intervenir là-dessus parce que je pense qu'effectivement, tu as raison, on ne peut pas s'y soustraire. En revanche, je pense que les artistes qui vendent sur Instagram, c'est comme les musiciens ou les écrivains, ils rêvent tous à un moment de rentrer dans une grande maison d'édition et dans une galerie. C'est quand même le but du jeu final. Donc, c'est de se faire connaître et de se faire repérer par un professionnel. Parce que je suis d'accord, moi je rêverais d'avoir 100 000 vues sur l'exposition Bono-Yvonnet, hein, mais après, si c'est 100 000 vues sans intérêt, vraiment pour l'œuvre, je sais pas le quantifier. En revanche, effectivement, c'est un modèle qui aujourd'hui est un modèle de communication indispensable, parce que c'est quand même plus simple que d'envoyer un truc en PDF, on reçoit tellement de mails que finalement, et on scrolle tous, au moins 1 heure par jour. On y tient, ça peut être pas mal, ça. Donc c'est intéressant à faire, mais je crois que quand même, pour les artistes, on va dire, sérieux, et pas ceux qui font de la décoration, enfin c'est pas péjoratif, vous entendez ce que je veux dire, hein, je veux pas aller trop loin dans le débat, mais voilà, je crois que in fine, le grand rêve, c'est d'être repéré par une structure, peu importe laquelle qu'elle soit publique, privée, ou un journaliste, ou un critique d'art, etc. C'est pas continuer à être tout seul dans son coin à se coller, parce que vraiment sur la musique, c'est vraiment tous leurs rêves, hein, finalement, d'être dans un plateau et de faire, sans parler du Stade de France, mais au moins un petit Bercy. Tous les gens que tu cites, ces institutions, ces journalistes, ils travaillent aussi avec Instagram. Ah mais j'ai pas dit qu'il fallait pas. Au contraire, j'ai dit qu'on peut pas s'y soustraire. Même nous, il faut qu'on s'y intéresse. Mais si on parle de l'artiste qui est juste, c'était votre question, hein, Nathalie. Si on parle de l'artiste qui est juste, présentez-la parce que il veut pas être dans le réseau du marché parce que ça a des contraintes financières, etc. De toute façon, je suis sûre qu'il en rêve. Non, mais quelque part. C'est surtout que s'il est juste sur Insta, il est encore plus dans le marché. C'est-à-dire qu'il montre son travail, donc s'il vend pas son travail. Oui, mais il a pas le regard critique ou le, oui, non, mais tous. Justement, ce que je voulais dire, c'est revenir peut-être au départ quand Raymond Moulin parlait du rôle central de la galerie, parce que justement, les galeries, vous l'avez souligné tout à l'heure aussi, une galerie, elle fait aussi des publications. Elle peut faire des catalogues, elle peut travailler, vous l'avez montré dans les foires, même si c'est un petit musée qui vient acheter votre œuvre, ça fait rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art en train de se faire, et c'est ça le rôle du galeriste. C'est-à-dire non seulement travailler avec les collectionneurs, mais faire tous ce que j'appelle ces petits événements historiques qui peu à peu font entrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art. Et si l'artiste est seul sur Instagram, il y aura pas tout ce travail d'accompagnement qui va faire que son travail sera historicisé, qu'il y aura cette légitimation, etc. Et c'est justement votre rôle central dans l'écosystème qui fait que, en dépit d'Instagram, c'est encore important, me semble-t-il. Bien sûr. Oui, allez-y. Par rapport à la question du rôle central de la publication, de la politique éditoriale d'édition, pour moi, c'est au cœur de la galerie, la question de la fabrication de la pensée. Comment on va penser la ligne éditoriale de la galerie, mais comment on va aussi articuler les sorties des catalogues, les sorties des monographies, les demandes à la DGAP, les demandes au CNAP. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la question du livre est effectivement douloureuse, parce qu'aujourd'hui, j'en parlais tout le temps à Guilherme, c'est pas évident parce qu'il y a des centaines de livres qui sortent tous les jours, mais je pense que la question de fabriquer vraiment une pensée au long cours sur une galerie avec une ligne d'artistes, avec les catalogues, avec je vois Pascal, par exemple, on va faire appel à un collectionneur pour faire un texte, pour faire une curation, on va faire appel à un historien de l'art. Je veux dire tout ça, toute cette communauté, à un moment donné, elle fait sens. Et je crois que effectivement on va promouvoir l'œuvre, mais ça Instagram produit pas. C'est quand même quelque chose c'est du vernis. La pensée même d'une galerie, c'est quand même cette politique éditoriale. C'est très important. En tout cas, tout à l'heure on en a pas parlé, mais nous ça fait 20 ans qu'on édite. On a édité à peu près une quarantaine des catalogues, de bouquins, les cahiers de Crimée. D'ailleurs, Guilhem Pertuis a été première personne à écrire les premiers textes pour la galerie
en 2010. Je pense, bien sûr, à Mathieu, par exemple, Lelièvre, qui est ici, a écrit les textes pour Christine Crozat. François Genardini va écrire peut-être pour Alain Pouillet, etc. Je pense qu'aujourd'hui, aussi, on met aussi en avant des acteurs qui pensent le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces directeurs d'institutions vont aussi donner une pensée articulée à une galerie qui a besoin de promouvoir un artiste. Donc ça, je pense que c'est hyper important. En tout cas, pour moi, la question des publications, elle est majeure, elle est essentielle. D'ailleurs, on va peut-être revenir sur la galerie de l'Olave, qui, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux Internet, mais les publications étaient aussi importantes avec la revue. Si vous voulez en parler un peu. Oui, donc depuis le début des activités de la galerie, il y avait des catalogues. Et à un moment donné, vers 93 par exemple, on sentait un essoufflement un peu dans les visites des galeries au profit des centres d'art et des musées qui ont pris en fait plus d'importance. Et on se demandait comment donner un autre support d'expression aux artistes. Et donc, c'est comme ça qu'est née la revue L'Olave Préoccupation. Il y a eu 38 numéros. Et en fait, l'idée, c'était de donner les pages blanches comme des murs blancs à disposition de l'artiste, mais pas pour qu'il en fasse un catalogue, plutôt pour qu'il exprime une réflexion justement sur le moment, sur la société, sur ce qui le préoccupait, d'où le nom. Et voilà, donc en fait il y avait la plupart de numéros étaient d'auteurs. Il y a eu des numéros collectifs ou des numéros thématiques, mais l'idée c'était que l'artiste s'exprime, que l'artiste écrive. Ou que ce soit justement un lieu qu'on ne trouvait pas ailleurs d'échanger autour des questions du moment d'une façon un peu différente que orale ou une critique d'art. Voilà, c'était une tentative et il y avait des très beaux numéros, quoi. Merci. Oui. Oui, mais. Ben, je pense. Oui, on a dit que. Oui, c'était caractéristique, mais c'est ce qu'on a dit, que c'était une galerie associative. Voilà, donc elle était. Disons que oui, il y avait cette indépendance parce que les fonds de la galerie étaient privés. Et sinon, en tant qu'association, il y a eu des soutiens, des cotisations, d'autres formes de soutien des particuliers qui voulaient soutenir cette aventure. Et puis oui, Jean de Braine lui-même était mécène un peu de cette galerie, et ainsi que son entreprise en fait, familiale. Il avait une entreprise familiale qui soutenait certaines activités. Mais je voulais juste dire qu'il n'était pas contre le marché. En fait, simplement, c'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif. Par contre, il arrivait qu'il vende des œuvres. Voilà, et tout le monde était content quand une vente ait eu lieu, mais c'était pas le but. Donc, on a beaucoup parlé aussi du public ou des publics au cours de différentes tables rondes. Et avant de vous donner la parole au public, je voudrais revenir peut-être sur vous, parce que vous avez une initiative que je trouve quand on a échangé, une initiative qui est assez intéressante aussi pour proposer des œuvres à différents publics, différents prix. Donc, si vous pouviez nous en parler un petit peu. Ouais, ça fait une rapide passerelle avec ce que tu disais, Françoise, par rapport à toutes les éditions. J'ai juste créé en digital une maison d'édition qui me permet d'éditer tous les mois une sérigraphie d'artistes que je défends ou d'artistes que j'aime.
des plus ou moins connus, et avec une production avec un atelier de sérigraphie qui est à la Croix-Rousse, avec Olivier Bral, qui est absolument un artisan, un lapsus, absolument merveilleux, qui va très très loin dans la réflexion. Mais du coup, ça permet de rester en connexion avec un public qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des œuvres originales. Et ça, je l'ai développé uniquement digital et uniquement en m'appuyant sur Instagram. Et ça marche très bien. Eh bien, Voilà. allez-y. Alors, moi, effectivement, là, je me suis rendu compte cette année que le print, les stamps, c'était une façon, en fait, de démocratiser l'art à partir, là, on a invité les 10 ans les éditions Chalopin. Et en fait, ça a été un vrai succès parce qu'à partir de 50-100 euros, les gens ils peuvent acheter une œuvre numérotée. Et pour moi, c'est une magnifique façon de pouvoir commencer des collections. Je dis les bobos, une fois qu'ils ont acheté leur appartement, ils ont plus de sous, donc ils achètent une estampe, puis un jour ils viennent un peu à l'original. Mais c'est vraiment, en tout cas, le print, c'est une bonne manière, en tout cas, de pouvoir démarrer des collections pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous. Et ça, c'est vrai que je te rejoins, c'est une super belle formule. Et la petite galerie, maintenant, le mois de mai, ça va être justement le mois de la gravure, litho, j'adore le papier, et ça va être un mois consacré. On va peut-être faire une petite foire de l'estampe, avec une dizaine de lieux. On va mettre tous les graveurs de Lyon, et l'idée, c'est de fédérer autour du papier, voilà, et comme ça va faire venir comme un parcours avec autour de, donc bienvenue si ça te dit. Avec plaisir. On continue à construire. Donc, nous avons presque fini ce voyage au sein du marché et des galeries. Sur les 90 minutes qui nous étaient allouées, il nous reste exactement 8 minutes. Donc, si vous avez des questions, les personnes de notre panel sont prêtes à les recevoir. Non. Et toi? Super. Non, j'ai le public avec Et c'est vrai que l'édition, il faut que je t'en parle. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde très bien composée, très bien modérée et représentative d'une grande diversité, d'une grande dynamique. Moi, j'ai une question puisqu'on est en train un peu d'écrire l'histoire de l'art contemporain sur ces 50 dernières années à Lyon. Votre activité à tous et à toutes y contribue grandement. Comment est-ce que vous pensez l'historiographie de cette activité, là, la question des archives? Et est-ce que vous archivez cette activité et comment est-ce que là, il n'y a pas une passerelle aussi de collaboration possible vers les institutions? Je parle, je l'avoue, du point de vue institutionnel, puisque je suis conservatrice de musée. C'est vrai que pour la Galerie Lolave, la question s'est posée justement, et on a eu cette chance d'avoir l'ouverture du fonds de la Galerie Lolave. Et c'est vrai, je me rends compte combien c'est précieux de conserver toutes les étapes par rapport à l'époque, par rapport au contexte de la ville, au contexte artistique. Combien c'est précieux d'avoir un lieu où tout est bien répertorié et où chacun pourrait retrouver des choses et des documents. Donc, pour l'Olave, nous sommes en train d'y travailler, on va dire. La question de l'archive s'est posée pour les 20 ans de la galerie et on a fait une petite résidence, on a fait avec Barbara Carnevale. Elle est venue chercher en fait tout ce qui avait été produit et c'était chouette parce qu'en fait moi je l'avais jamais fait et c'est très intéressant en fait parce que du coup on voit effectivement on s'interroge sur en fait ça fait de la matière et donc on a fait un livre qui s'appelle Œuvrer et qui va en fait reproduire tout ce qui a été produit par la galerie. Et ce qui est marrant, c'est que la Bibliothèque nationale m'a envoyé un courrier parce qu'ils avaient 3 ISBN, ils les avaient pas, ce qui numérait. Et donc, ils m'ont envoyé un courrier comme quoi il y avait trois cahiers de Crimée qu'ils n'avaient pas. Donc, comme quoi, c'est marrant, même la BNF, en fait, demande sur le matériau de la galerie, il numérise même, vous voyez, les catalogues ISBN des galeries lyonnaises. Donc, j'étais toute contente. Qui me dit, il y a 3 cahiers, il y a 3 catalogues qu'on n'a pas. Donc, vous voyez comme quoi les ISBN qu'on ne dépose pas, eh bien, ils reviennent vers nous. Donc, voilà, la question de l'archive et l'importance, effectivement, c'est du patrimoine vivant, en fait. Je sais pas
aussi quelqu'un veut rajouter. Oui, alors je sais pas quoi dire en fait. Si, bah, parce que d'abord on est une vieille galerie. Voilà, donc après, c'est tellement le métier de galeriste, c'est tellement lié à une personne et à ses choix, à ses rencontres que aujourd'hui, je crois que ça nous semblerait un peu ostentatoire à tous les deux. Donc oui, on aurait des choses à raconter, on a des archives, oui, effectivement. Mais je crois qu'il faudrait que quelqu'un s'en empare. Je crois qu'on n'oserait pas. Pas par fausse humilité, mais parce que on sait très bien que quand on se raconte, on romance les choses, on a toujours eu raison, etc. Donc je pense qu'on sera pas capable de le faire, même si on a fait quelques éditions et que je pense que ça sera très, très facile à retrouver. Nous, personnellement, on a un site depuis 1996. Donc même s'il y a d'autres trucs qui ont dû disparaître, on doit pouvoir trouver quelque chose. Mais effectivement, on devrait pouvoir raconter l'histoire. On est souvent à la recherche, nous aussi, d'iconographie quand on a nos estates et on est tout malheureux quand on trouve rien. Mais je trouve que c'est une démarche hyper compliquée à faire. Il faudra se poser, mais peut-être une fois que vraiment on aura fermé et que on sera pas encore dans le dur, parce que là aujourd'hui, je pense que on se prendrait trop au sérieux, puis je pense qu'on raconterait pas les choses de façon honnête. Très clairement. Mais c'est pas raconter, c'est déposer vos archives. Mais oui, mais déposer l'archive, il faut quand même raconter. Oui, mais alors c'est quand même comment on a rencontré les gens. Nous, on a toujours pensé que les artistes, ils étaient français, même si beaucoup étaient inscrits dans le territoire et avaient fait leurs études ici. C'est comment on les rencontre, comment on les fait, ce qu'on a fait avec eux, pourquoi, jusqu'où on est allé, etc. Et c'est pas le catalogue ou le petit texte qu'on a fait à ce moment-là qui va raconter tout ça et qui va pouvoir raconter pourquoi un artiste il a disparu et pourquoi c'est dommage, pourquoi il est parti. Et donc c'est tout ça notre métier. Ça n'est pas que bah oui, mais bon, bah voilà, tout ça il faut le faire et bah non, voilà. J'ai dit non. Trop tôt. Pour avoir travaillé un peu sur l'histoire des galeries, la bibliothèque Kandinsky, ils en ont quelques-uns, mais c'est un matériau qui est superbe. Bah oui, c'est parce qu'on peut retrouver des choses grâce à ça. Sinon, effectivement, c'est le vide sidéral. Non plus. Faut y penser. Donc moi j'ai une autre question plutôt à Nathalie. Il me semble que ces 2 jours, en tout cas aujourd'hui, on a eu en partie la démonstration de ce que c'est qu'une filière. Il me semble que tu avais réfléchi à cette notion qui correspond aussi à une définition et qui pourrait peut-être, si on en avait un peu la connaissance, nous aider dans des efforts de structuration, de faire front commun par moment aussi, faisant fi de toutes les questions privées, publiques, etc., et de nous retourner vers les tutelles éventuellement. Est-ce que tu peux nous redire un peu comment ça marche ? Alors, justement, ce à quoi j'avais réfléchi à la notion de filière, ou tout au moins comment on l'entend en économie, parce que je suis économiste à la base, ça s'appliquerait pas au marché de l'art. Enfin, au monde de l'art, pardon. Parce que la notion de filière, usuellement, on part, j'allais dire, de la matière première, c'est-à-dire du travail de l'artiste, et puis on descend progressivement jusqu'au marché. Et on regarde ces interactions, on regarde comment ça va les uns avec les autres. Et en fait, dans le monde de l'art contemporain, on n'a pas ce silo qui partirait de l'artiste et qui arriverait jusqu'au marché. Et véritablement, on a un système d'interaction. Et je reviendrai sur ce que disait Raymond Moulin, la papesse, hein, mais c'est que la valeur, aussi bien artistique, se fait à l'interaction du monde marchand et du monde institutionnel. Et quand c'est un peu ma thèse de thé, hein, c'est-à-dire que le travail de légitimation et de reconnaissance de l'artiste, il arrive en sortant de l'école des beaux-arts, il a la qualité de sa démarche, de son travail, mais ce sont les acteurs du monde de l'art, ces instances de légitimation qui, peu à peu, créent ce que j'appelle ces petits événements historiques qui font rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art. Alors pour certains c'est évident, pour une institution, quand une institution achète le travail d'un artiste et le fait rentrer dans un musée, c'est un petit événement historique qui fait rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art. Mais la galerie aussi
fait ce travail-là. Donc, je reviens encore à vous, mais de façon plus indirecte, c'est-à-dire que quand elle vend à travers une foire une œuvre à une institution, l'œuvre rentre dans l'histoire de l'art aussi. Quand un papier d'un critique est écrit sur le nom d'un artiste, ça aussi c'est un petit événement tangible, objectivé. Et ce qui fait la carrière de l'artiste, c'est cette valeur artistique, ce truc, enfin, cette valeur qui rend dans l'histoire quelque chose qui est objectivé. C'est pas, là je suis pas du tout sur le marché, sur le prix de marché, etc. Ça c'est une valeur qui fait qu'il y a une reconnaissance dans l'histoire peu à peu qui se fait. Et ce sont tous les acteurs de l'écosystème qui chacun œuvrent et font créer ces petits événements historiques. C'est cette somme qui crée une valeur artistique. Et après, si on veut aller sur le marché, les individus qui achètent, enfin les personnes, les collectionneurs, enfin les personnes qui achètent des œuvres d'art, quand ils achètent une œuvre, ils se fient à leur goût, leur instinct, enfin tout ce qu'on veut. Mais en général, quand on achète une œuvre, sauf si le prix est vraiment très bas, on a envie que ça reste, parce que c'est comme quand on achète par exemple un foulard. Si on nous demande un certain prix, ben on va se dire est-ce qu'il est vraiment en soie ou est-ce qu'il est en voilà, même s'il me plaît, si le prix est élevé ou je veux savoir. Donc les acheteurs se fient à leur goût. Et puis après, en fonction du prix, se fie à ces signaux artistiques objectivés. C'est-à-dire que si le nom de l'artiste est dans des musées, dans des machins, etc., on accepte de payer un prix plus élevé. Et d'ailleurs, donc les galeristes travaillent à ça. C'était en 2000, c'est vieux. J'avais fait un travail pour le ministère de la Culture sur les galeries. Et c'était Nathalie Obadia qui m'expliquait comment elle faisait le prix des œuvres de ces artistes. Sur Carole Benzaken, je prends toujours le même exemple. Elle me disait ça marche bien avec les collectionneurs, donc j'augmente peu à peu les prix. Mais elle me dit je peux plus augmenter les prix. À la prochaine exposition, il faut que je vende une œuvre à Pompidou. Parce que ça a augmenté la valeur artistique et ce faisant, elle pouvait augmenter les prix sans que ce soit quelque chose d'artificiel et de la spéculation, etc. Mais ce qui se passe sur le marché, dans le monde, enfin sur le marché, il n'y a pas que cette information artistique objectivée, il y a une information qui est purement médiatique. Et là, on est dans les réseaux sociaux. L'information médiatique qui peut s'enfler parce que tel artiste, on en parle beaucoup à un moment ou à un autre, où il y a un scandale. Donc, on va demander à Pierre-Paul ou Jacques dans les médias ce qu'il en pense. Et ça peut être très intéressant socialement, mais ça dit rien sur la reconnaissance artistique, sur la qualité. Mais sur le marché, selon que les personnes se fient à cette information médiatique et aussi selon leur motivation, parce qu'ils peuvent avoir des motivations purement sociales et se ficher de la valeur artistique, mais si cette information médiatique prend le pas sur l'information artistique, ben on a une déconnexion des prix de marché, de la valeur fondamentale, et après ça peut se casser la figure, etc. Voilà, donc ça c'est un peu la formation de la valeur, mais cette notion de filière où c'est tout en silo, où il devrait passer d'abord par la galerie et tout, c'est justement, c'est des acteurs qui travaillent ensemble. Et on a beaucoup parlé d'écosystème. Alors évidemment, ça se décide pas comme ça, etc. Mais on a beaucoup parlé d'écosystème. Mais c'est des choses qui se font Comment créer ces liens c'est pas forcément simple, hein, parce que après il y a des esthétiques, il y a des goûts, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que quand s'intéresser, ne serait-ce qu'aller voir ce qui se passe on n'est pas obligé d'aimer ce qui se fait dans les galeries, etc. Mais ce sont des acteurs qui prennent des risques aussi. Alors je suis pas bisounours non plus, hein, quand je parlais je suis un peu quand même, mais quand je parlais de Raymond Moulin qui disait que les galeries c'est un rôle essentiel, elle parlait du galeriste entrepreneur qui prend des risques, qui accompagne véritablement les artistes, etc. Et tous les galeristes ne font pas ce boulot-là. Et en plus, en région, c'est particulièrement difficile de faire ce travail-là, parce que pour faire ce travail d'accompagnement, il faut aussi avoir les reins solides et des moyens financiers. Et quand on n'a pas le marché qu'on peut avoir sur Paris, c'est plus compliqué aussi. Mais c'est justement cette diversité, cette richesse de cette diversité qui fait un vrai écosystème. Voilà. Merci. Une question. C'était une bonne question. Oui, pour 50 ans d'art contemporain, là on a parlé, on parle avec Martina, on a surtout parlé du présent, et du passé très récent. Oui. Et ce matin, Christian Bernard, il a commencé à citer les artistes oui. qui étaient tous à la galerie Verrières. La galerie Verrières, c'était une galerie d'art contemporain qui était très très importante et dans le passé.
bon, ils avaient l'art moderne, beaucoup de surréalisme, mais ils avaient aussi plein d'artistes de réputation mondiale chez derrière. Gilles Favre, Gilles Favre, alors, je pense que... pardon. Il a ouvert, oui. Le premier critère pour savoir ce qu'est une galerie d'art contemporain, moi, un artiste m'intéresse, je commence à regarder dans quelle galerie il est, et dans cette galerie, quelle est l'écurie de la galerie. C'est fondamental. C'est le premier critère d'une galerie, c'est son écurie, à mon avis. Bon. Alors bon, Gilles Favre, c'est incroyable. Les artistes que nous a montré Gilles Favre, et puis Gilles Favre, c'était bon. C'était une marchande, mais c'était aussi un lieu de rencontre. Tout Lyon de l'art contemporain se réunissait chez Gilles Favre. Il y a des échanges. C'était en même temps un centre d'art. Et alors, une autre galerie, la galerie de Minostre, qu'on a à peine située, la quantité d'artistes que nous ont fait connaître les Tréposes, qui étaient peu connus à l'époque, qui sont devenus des stars mondiales, c'est incroyable. Toutes ces galeries ont joué un rôle énorme ces dernières années. Oui. Et quand je parlais de galeries qui représentaient des artistes qui n'étaient pas achetés par les institutions, quand les institutions achetaient des œuvres, c'était les galeries Dominostré, notamment. Mais merci pour ces précisions parce que c'est très important. Juste un petit complément d'observation sur les critiques. Il y a aussi les critiques dont on se souvient et ceux dont on ne se souvient pas. Et on parlait du snobisme parisien sur les régions, mais l'inverse est vrai. Il y a des critiques tels Guy Argence ou Delaine Hénardi qui travaillaient au MAMCO, qui ont fait des critiques extrêmement importantes pour des artistes de région dans Art Press. On les a oubliés. Et puis l'autre élément de mon observation, c'est qu'il y a un discours sur la valeur qui peut-être doit être mis en contrepoint avec la question du prix. Et l'autre observation, c'est que le critère de monumentalité, tel que a pu le définir Martial Guéroux, est un critère qui est ponctuel. C'est-à-dire que les artistes que l'on reconnaît, bien souvent au niveau du marché, bien souvent au niveau de l'inter-reconnaissance sociale, c'est un temps donné à un temps donné. Et donc, il y a matière aussi à complément de nuances sur ces sujets. Bien sûr. Et pour revenir sur Dominostré, parce que j'ai échangé avec M. Trépos, qui me racontait également qu'il y avait un guide des galeries qui avait été fait, je parle de ce critique parisien qui je connais que lui en plus, qui a créé Piguet, voilà, par Piguet, il indiquait Dominostré. Et quand Monsieur Trépos a eu un échange avec quelqu'un, représentant de la culture de la municipalité, qui a dit « mais vous avez payé pour être dans ce guide ». Donc ça montre, quand vous parlez du snobisme local, non, c'était une galerie qui était assez importante, voire très importante pour être reconnue au plan national, mais au niveau local, on ne la reconnaissait pas forcément. Merci de lui avoir rendu hommage. Une dernière question. Nous avons dépassé le temps de 8 minutes, mais merci en tout cas merci à toutes les participantes de cette table ronde, et merci à vous d'être restés si tard et de nous avoir écoutés si attentivement et d'avoir posé des questions en plus.